Nature émotive, là où le succès se raconte. Alors, bienvenue à Nature émotive. Avant de débuter, messieurs, permettez-moi de lire l'introduction. Je fais toujours ça à chaque épisode. Je prends le temps de rédiger un petit quelque chose rapide. Sébastien, je sais que tu avais préparé un exercice. J'aimerais me prêter au jeu, donc on saute tout de suite dans l'épisode. Je décris cet épisode-ci comme on vit dans un monde qui nous demande constamment de performer, de livrer, d'avancer, mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté pour se demander qui on est pendant qu'on fait tout ça? Aujourd'hui, je suis tellement heureux de vous retrouver, les gars, dans un épisode qui me tient à cœur parce qu'on va parler, on va parler de bienveillance. Aujourd'hui, je reçois deux hommes qui ont chacun bâti quelque chose d'impressionnant dans leur domaine, mais qui ont surtout eu la sagesse et le courage de se bâtir eux-mêmes. Euh, Sébastien Beaulieu est psychologue organisationnel et coach exécutif chez Leadership Vertical. Il travaille avec les leaders pour les aider à se voir autrement, à devenir témoins de leurs pensées, à transformer leur rapport à eux-mêmes et à ceux qu'ils dirigent. Étienne Taillefer est architecte de renom et président de MDTP Architecture. Quelqu'un qui passe de l'espace à la lumière, la matière, mais qui a découvert le plus grand des chantiers de sa vie, qui était son intérieur. Donc, ce qui est rare aujourd'hui, c'est qu'ils se sont rencontrés, ils ont collaboré ensemble et que chacun a contribué au succès de l'autre. En rencontre exploratoire ensemble, on a découvert rapidement une amitié entre vous deux, une relation professionnelle qui est peut-être devenue un petit peu plus que ça, où il y a vraiment une collaboration puis un like-minded thinking. On va parler aujourd'hui de bienveillance. Puis on ne parle pas non plus de réunions corporatives là, dans les termes corpaux de la bienveillance. On parle vraiment dans l'humain. Celle qu'on a de la misère à s'accorder avec soi-même. On va parler d'imputabilité. On va parler de s'enraciner, de méditation et toutes les bonnes pratiques autour de la bienveillance en affaires. Sébastien, Étienne, comment vous arrivez aujourd'hui? Et bienvenue. J'aime beaucoup ton intro. Je trouve ça vraiment le fun comme petit texte. Ça en dit beaucoup en peu de mots. Merci. J'avais envie de proposer qu'on se fasse une petite minute de centration avant de répondre à ta question. Absolument. Comment ça va? Absolument. C'est un bon moment, ça te convient? Oui. Donc, en fait, je vous amènerai pas dans l'astral, dans une méditation très longue. Ça va être vraiment bref. Puis ceux qui écoutent la balado, je vous invite à jouer le jeu avec nous, puis de juste fermer les yeux, si vous pouvez vous le permettre, puis d'avoir un petit moment de centration. Donc, ce que je vous donne comme consigne, vous pouvez les suivre ou pas, ce serait de mettre les deux pieds au sol pour avoir une posture qui est symétrique, mais détendue. On ne veut pas quelque chose de rigide. Les yeux à 45 degrés qui fixent un point vers le sol ou sur son bureau devant soi, si on n'est pas en train de conduire une voiture, évidemment. Ou les yeux fermés, si on est seul, puis on peut se le permettre. Puis de juste amener toute son attention au niveau de l'inspire, comme s'il y avait juste ça qui existe, de l'air qui rentre par des narines. Puis d'amener l'attention sur l'expire. La seule consigne, être attentif à l'attention. Juste être dans son nez. Sentir que l'air qui rentre est plus froid, l'air qui sort est à la température du corps. Puis c'est une consigne très difficile parce que ça ne vient pas tout seul. Juste se concentrer sur son inspire. On réalise qu'on est agité, ou qu'on trouve ça long, ou que notre tête est éparpillée. On réalise que dans notre cœur, il y a une tonalité affective, un calme ou une curiosité. Puis on peut prendre conscience dans notre corps d'un niveau de fatigue, des tensions, peut-être des douleurs. Puis pour la prochaine minute, l'idée, c'est de tout laisser ça aller, de juste revenir dans nos narines, comme s'il n'y avait rien d'autre. Le cerveau n'arrête jamais de penser. On ne veut pas essayer de l'arrêter, on ne pourra pas.
on veut lui dire à quoi penser. Tu penses juste à l'air qui rentre puis qui sort des narines et c'est tout. Puis t'accueilles ce qui est là. Tu ramènes ton attention au souffle. Puis avec un esprit de curiosité, ben, on peut se poser la question, avant de commencer cette conversation aujourd'hui, comment va ma tête? Y a-t-il de la place? Est-ce que c'est tout mélangé, éparpillé, surchargé? Comment va mon cœur? C'est quoi la tonalité affective de ce que je ressens? Puis comment ça se passe dans le corps? Puis on va pouvoir ouvrir juste en répondant essentiellement à ces questions-là. Qu'est-ce qui est là pour moi? Puis pour revenir ensemble, on peut juste se faire sonner une petite cloche, un petit élément de rituel. As-tu envie de commencer, Étienne? Merci pour ça. Particulier. Ce que tu viens de nous faire vivre, Sébastien, est-ce que c'est ce que les gens appelleraient des fois de l'hypnose ou du... Oui? Non? Ben, non. L'hypnose, c'est un état de conscience altéré qui va avec une guidance verbale comme ça, puis le débit de la voix puis le ton de la voix peut ressembler. Mais l'idée, c'était pas de produire un état hypnotique, mais juste de présence à ce qui est là. Donc, plus comme une méditation. Oui, méditation, centration. Si on avait flyé un peu plus, on aurait pu appeler ça de la visualisation aussi, si j'avais fait intervenir plusieurs images. Puis ben, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on découvre. Ça te fait arriver comment, toi, Étienne, cette petite centration, méditation? Ben, merci. En fait, ça m'a permis de redéposer. En fait, j'arrive la tête qui est sereine. J'ai le cœur en joie, donc je suis en gratitude d'être là avec vous autres. Merci encore, Alexandre, pour l'invitation. Merci, Sébastien, d'avoir choisi d'être présent. Je sais que tu es un être très occupé en ce moment, puis tu as fait le choix d'être ici, donc je suis vraiment honoré de ça. Puis, mon corps est fébrile et détendu. J'ai fait du Qigong ce matin, ça met la table à mes journées. Puis ça me porte là, tout au long de la journée. Donc, ouais, j'arrive comme ça. Sébastien? Je dirais assez ici maintenant. J'ai comme une chaleur, que ce soit effectivement, on vient comme cristalliser un partenariat professionnel qui est effectivement devenu une amitié. Tu sais, donc c'est une belle histoire, c'est le fun. Je trouve ça sympathique de prendre le temps, de l'enregistrer et de le partager. C'est pour ça que je suis ici. Puis, j'ai le corps pas pire pour l'instant. J'ai fait un cours de karaté tantôt. Je suis pas encore craqué. Ça va être en me relevant tout à l'heure. Mais non, j'arrive fatigué parce que je viens de déménager, mais quand même énergisé puis présent. Cool. Puis toi? Ben, j'arrive... comment je peux dire ça? Tu sais, le but de Nature Émotive, c'est d'aller dans de la vulnérabilité. Puis c'est pas tout le monde qui se prête à ce jeu-là. Ben Surtout pas au niveau carrière, tu sais, au niveau professionnel. On garde toujours un front corpo. J'arrive fatigué. Une belle fatigue, mais une fatigue à laquelle je suis pas habitué. Une fatigue de croissance, une fatigue d'un poids que j'ai porté trop longtemps pour arriver à cette croissance-là. Donc, il y a un mélange de... Je suis content parce que ça va bien dans mes affaires. Donc, le pro Alex va bien, mais le Alex perso est essoufflé. Puis il est fatigué. Puis juste là, je me fermais les yeux, puis je le sens. Je sens que je vibre. Puis c'est pas une vibration
c'est une fatigue. C'est une fatigue de j'ai besoin de relaxer. Là. J'ai besoin de me calmer puis de me poser, tu sais. Fait que, comme j'ai écrit à Étienne ce matin, j'avais hâte qu'on s'assoie ensemble puis qu'on découvre les deux votre parcours. Mais oui, c'est un peu comme ça que j'arrive. Je serais menteur de vous dire je suis super zen puis ma tête est à 100%. Je suis fatigué. J'avais hâte d'avoir cette discussion-là avec vous autres. Oui, puis c'est un outil, ce que Sébastien nous a fait vivre, c'est un outil pour accentuer la conscience justement de ce qui se passe dans le corps et de ce que ça veut dire. Tu sais. Puis merci de nommer cette fatigue-là, en fait, là, qui peut mettre en lumière en fait un besoin que tu portes, puis éventuellement peut-être de te mettre en action aligné avec ce besoin-là, en fait, là, qui commence à murmurer au fond de ton corps, en fait. Là. Donc, mais c'est comme une habitude, moi, qui... c'est pour ça que je dis que je suis pas habitué, tu sais. C'est une habitude que j'ai, malheureusement, peut-être de tasser ce feeling-là, puis de pas d'écouter le sentiment, puis de me dire, ben non, on continue, on pousse, tu sais. Puis plus je vieillis ou plus je prends peut-être en maturité autant expérience corporative que maturité, moi, dans ma personne. Je pense que j'évolue vers ça, être capable de nommer que là, OK, là, je commence à être brûlé. Là. Quand il n'y a plus rien qui me tente, que les projets, c'est comme juste, tu sais, steak, blé, patate, là, c'est un signe. Parce que normalement, je suis quelqu'un d'hyper passionné qui en mange, tu sais, de ce que je fais. Fait que... Je peux-tu réagir sur le mot maturité? Absolument, ben oui. Parce que j'aime vraiment ça qu'on lance la conversation comme ça, parce que c'est... Tu sais, tantôt, tu parlais de bienveillance comme trame de fond, et c'est tout à fait exact et correct et pertinent. Moi, je suis arrivé ici plus avec l'idée que c'était maturité, le mot pour une trame de fond, puis les deux se complètent très bien, là. Puis, dans le fond, c'est que ce que je décode de ce que tu viens de dire, c'est que cette fébrilité-là, puis cette fatigue, puis cette vibration-là dans le corps à laquelle on est habitué, il y a des habitudes... endocrinienne, là, c'est ton système hormonal aussi qui est habitué, c'est tout le corps qui est habitué. Il y a une différence entre une ou un leader qui en est conscient, une leader ou un leader qui n'est pas conscient de ça. Puis c'est quoi l'impact sur les autres quand je ne suis pas capable de sentir mon niveau de vibration, qu'est-ce que je dégage sur les autres. Puis quand j'en suis conscient, puis je peux me réguler, puis je peux me ramener, puis je peux me calmer le pompon, c'est quoi l'impact? Puis ça c'est en lien avec la maturité. Puis c'est ça le thème qui nous a rejoints. Étienne et moi, la maturité du leadership, ça s'appelle le développement vertical. Le mot vertical veut dire est-ce que je suis capable de monter avec plus d'expansion, plus de recul? Quand on est dans des stades de leadership moins matures, on est une petite poupée russe, super réactif. On fait juste agir, puis on ne réalise pas trop l'impact sur les autres. Puis ça fonctionne avec des stades de développement. Le développement, un stade, c'est un ensemble co-émergent de caractéristiques. Tout d'un coup, clac, j'ai un zoom-out, je suis dans une plus grosse poupée. Ce que je ne voyais pas, je le vois. Je fais, oh, OK, ouais, je faisais dur un peu avant. Là, j'ai telle nouvelle capacité jusqu'à temps, puis là, on ne réalise pas les autres capacités qu'on n'a pas encore. Puis c'est l'histoire d'un zoom-out. Puis d'être témoin de, wow, là, vraiment, je vois ça. J'ai l'impression que je gagne en maturité d'être capable de le voir. Scientifiquement, c'est tout à fait exact. C'est la maturité qui permet de voir si ma tête est éparpillée, si mon cœur est tout croche, si mon corps a vraiment besoin de repos, puis d'écouter ces signaux-là. Puis ça fait la différence entre les leaders qu'on admire puis ceux qu'on craint, en fait. Parce que ceux qui sont chargés à bloc, puis que juste d'y parler, on a peur que ça explose, puis ils ne sont pas conscients de ça, c'est très différent de le même QI, la même compétence, les mêmes diplômes, mais quelqu'un qui est capable de juste, OK, je vais me tuner, puis là, je vais agir en conscience, tu sais. Étienne? Ben, j'aime ça. J'aime ça. Puis en fait, les mots qui me viennent, c'est en fait, c'est ça, s'auto-gérer. Puis les mots que tu disais, c'est la passion. Puis il y a le feu de la passion, en fait. Puis on a eu ces conversations-là à maintes reprises là, dans notre équipe parce que justement, on est en croissance, c'est effervescent, c'est stimulant, il y a des beaux projets. Puis en même temps, il y a quelque chose de usant. Donc, c'est un feu qui peut consumer, puis à un moment donné, si ce feu-là continue à brûler, puis qu'il n'y a plus rien à consommer, bien, à un moment donné, ça finit par brûler par en dedans. Puis en fait, autant qu'on peut voir ça de façon très positive, la passion est scellée jusqu'à un certain point, mais on prend un feu de joie, puis il y a trop de palettes dedans, puis il devient trop gros, puis il devient incontrôlable, bien, à un moment donné, il peut devenir dangereux. Là. Donc, il y a... je pense qu'il y a une façon homéopathique aussi de cultiver la passion.
qui fait en sorte qu'elle demeure dans une sphère qui reste saine, en fait. Là, puis on est personne à l'abri. Puis non seulement ça, mais tout le chemin, en fait avec Sébastien, puis ce travail-là, les pratiques, les invitations qu'il a faites, l'accompagnement qu'il a fait avec moi, avec Audrey, puis qui nous a permis d'intégrer des outils dans notre équipe. Mais ce principe-là de zoom out et rezoom out et rezoom out, bien, ça permet de voir des choses puis de mettre en relief des choses que des fois on ne voit pas. Tu sais. Puis la passion, quand on est dedans, bien, des fois on ne la voit pas, qu'elle commence à nous user un peu, puis que ça peut amener des réactivités, en fait. Qui est des parties de nous peut-être qu'on aime moins, des parties plus ombres en fait, là, qu'on apprécie moins de nous. Puis si on laisse cette partie-là prendre le dessus sur notre partie plus lumière, en fait, en tant que leader, on peut avoir un impact négatif dans notre écosystème, en fait, là, comme notre énergie, comme le disait Sébastien, notre énergie vient s'épandre à travers l'ensemble de l'écosystème. Ben, en fait, on peut le diffuser de façon plus négative. Là, donc, d'être conscient de ça, c'est un atout considérable. Pour revenir, puis c'est pas pour te mettre dans le coin, là, tu disais, il y a des facettes des fois de nous qu'on aime moins. Puis t'es bon de le nommer, il y a bien des gens qui ne nomment pas ça. Est-ce que ça vient jouer dans le rôle que Sébastien a eu, où vous vous êtes rencontrés, ou comment vous vous êtes rencontrés exactement? La question, c'est peut-être plus ça. D'où vient le maillage un peu fusionnel? Fusionnel. Peut-être pas fusionnel. Non, je pense Ben, pas. Je pense pas. Peut-être une connexion de Ouais. cœur. Je pense que c'est apparu comme ça. Mais en fait, j'ai dans une première approche, là, j'ai participé en fait à la Maison des leaders. J'étais membre de la Maison des leaders, puis j'ai participé à des groupes, à un parcours qui s'appelle Meilleur humain, meilleur leader. Puis ce parcours-là m'a amené à aiguiser certaines sensibilités, en fait. Là, puis en fait, à travers ça, il y a l'inspiration qui est venue du principe de l'entreprise libérée, donc tel que proposé par Frédéric Laloux, qui a écrit un livre par rapport à ça. Puis autant que le concept, les mots, je les trouvais beaux et stimulants. Puis en même temps, la question qui venait, c'est OK, mais je commence comment? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Par où on part? Par où on part? Par quel bout je le pogne? Qu'est-ce qui doit bouger pour permettre ça? Puis là, ben, à ce moment-là, c'était le néant. Donc, j'ai poursuivi mes recherches. Puis, en fait, c'est un contact commun, en fait, une personne que je connais qui travaillait déjà avec Sébastien. Puis, à travers une conversation qu'on a eue, m'a référé Sébastien. Je suis rentré en contact avec lui. Puis, je m'en souviens encore. Je me souviens encore quand il a pris rendez-vous avec moi, son fond d'écran sur Zoom, en fait, c'est profiter de ce moment d'attente pour Prendre conscience de votre prendre respiration. conscience de votre respiration. L'accueil dans Zoom, Ouais, puis la salle d'attente. j'ai trouvé ça déjà audacieux puis intéressant. Puis sa première question tranchante, c'était pourquoi je suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On part avec ça. Ça met la table. Sébastien? Ben, j'aime ça qu'on reparle de l'historique. Ça me connecte sur le sens de pourquoi j'ai accepté l'invitation d'Étienne. Puis, en fait, la personne qui a référé, j'étais déjà dans un processus de démarche, un processus de transformation organisationnelle avec son entreprise. Puis, j'aimerais rebondir sur le mot pratique que tu as dit tantôt, parce que cette notion-là, tu sais, ça peut avoir l'air bien psychologique, de dire on se ferme les yeux, on respire, on médite, puis on se connecte. C'est aussi organisationnel. C'est aussi des transformations de culture, d'organisation. C'est aussi des modes d'aborder la performance différemment aussi. Puis c'était ça le point de contact. C'était pas pour un soutien psychologique ou quelque chose qui était du coaching individuel. Puis c'était par rapport à accompagner une équipe, puis toute une culture, une transformation de culture. Puis je vais juste faire un peu de surf sur le mot pratique parce que pour répondre à la question d'Étienne, par où on fait ça, transformer une culture pour qu'elle soit plus consciente ou plus libérée, puis on pourrait définir le terme, pour être très sommaire, c'est
que les boss aient moins besoin de jouer au boss, puis que tout le monde se traite en adulte, puis que tout le monde soit plus co-imputable, en fait. Fait que c'est un peu une vision de rêve pour la plupart des boss qui tiennent les choses à bout de bras, qui tirent, qui poussent, puis si les gens pouvaient tous être adultes, puis tous monter en maturité, on y gagnerait, mais c'est pas si simple de transformer une culture vers ça, là, tu sais, dans la relation à l'autorité. Puis l'idée, ben, c'est que moi, j'ai développé une approche sur 25 ans où est-ce que c'est 9 pratiques qui sont regroupées chacune dans 3. Fait que ça fait comme 3 morceaux, qui sont 3 domaines. Je ne vais pas nommer toutes les pratiques, mais les domaines, ça peut être intéressant pour la suite de la conversation. Il y a la notion de développement humain. Ça veut dire performer au niveau de la tâche, c'est aussi en lien avec devenir un meilleur humain. Fait qu'il y a des tribunes de croissance personnelle liées avec croissance business. Puis ça fait partie de l'ADN. Puis c'est délibéré, puis c'est explicite. Il y a la notion de l'intelligence collective, l'organisation du travail en intelligence collective, donc comment on gère la tâche pour que le tout soit plus que la somme des parties. Cette fameuse synergie qu'on veut tout avoir. Donc, il y a 3 pratiques pour ça. Puis le leadership partagé. Le leadership partagé, on touche au domaine du pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose à approcher quand les gens sont prêts. C'est souvent pas la porte d'entrée, quoique des fois ça peut l'être. Puis encore là, il y a 3 pratiques. Donc, au fur et à mesure qu'une organisation est prête, ben, on va explorer telle pratique, puis telle pratique, comment redonner du pouvoir, comment je peux un peu moins jouer au boss puis au papa, puis te traiter en enfant, puis que toi, tu peux être un adulte aussi. Puis quand on avance sur ces 9 pratiques-là avec le temps, il y a comme une masse critique où est-ce que, hey, on observe qu'on n'est plus à la même place, tu sais. Donc, c'est essentiellement le modèle de leadership vertical. Est-ce que ça l'a permis, puis les deux, sentez-vous à l'aise de répondre, ça a-tu permis dans le cas de l'entreprise d'Étienne de peut-être positionner des gens dans leur zone de génie où avant tu ne voyais pas cette zone-là, chez eux, ou tu as réorganisé l'équipe en fonction de ces ateliers-là ou de ces thématiques-là? T'incluais dans l'équipe? Ben, c'est une bonne question, en fait. Puis, en fait, j'ai de la misère de façon très concrète à pouvoir me ramener où est-ce qu'on l'a... comment qu'on l'a pris, tu sais, comment on a pris le bâton. Mais en fait, peut-être l'image qui me vient plus, c'est cette idée-là d'identifier le cerveau collectif. Par exemple, si on prend la métaphore d'une nuée d'oiseaux, d'un banc de poissons qui peut, à travers leur propre mode de communication, virevolter, puis être très dynamique. Puis comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une nuée d'oiseaux soit capable, dans une même masse, d'interagir aussi rapidement, aussi cohérent que ça? Donc, en fait, je pense que c'était plus dans une réflexion commune, là, au final, qu'on l'a introduit, dans des réflexions, dans des actions. Puis, en fait, un des principes qui est intéressant de la pratique, mais en fait, c'est essayer en action. Donc, c'est aussi de se donner la permission de faire des essais, de se tromper, d'avancer, de reculer, de se tasser. Puis, à travers cette expérimentation-là, bien évidemment, ça invite à l'humilité, hein, à l'humilité de dire, OK, ben là, maintenant qu'on a fait ça, mais là, je prends conscience que là, peut-être que là, on a été trop vite, peut-être que là, on a été trop lent, peut-être que... Puis de garder cette rétrospective agile, en fait, là, d'un essai-erreur, puis de continuer à essayer en action, en fait. Puis j'aimerais ajouter brièvement qu'il y en a pour qui j'ai l'impression que ça a vraiment dévoilé leur zone de génie, pour reprendre les mots d'Alexandre. Mm-hmm. Puis il y en a qui ont choisi de s'en aller aussi. Ouais. Puis c'est souvent ce qu'on voit aussi, c'est pas tout le monde qui a le goût de se faire traiter en adulte non plus. C'est drôle à dire, mais il y en a qui sont bien contents quand c'est le boss qui prend toute la responsabilité. Puis j'ai pas envie, moi, d'être en développement personnel tant que ça. Donc c'est vraiment d'accueillir chaque personne où est-ce qu'il est. C'est pas automatique que tout le monde est comme un bourgeon qui devient une fleur non plus. Les gens réagissent pas tous à la même vitesse, là. Bien, effectivement. Là, donc, c'est propre à chacun. Puis l'invitation aussi, c'est de s'honorer. Donc, c'est une pratique aussi, je pense, qui touche à l'essence profonde des personnes, là. J'imagine que c'est pas facile non plus de... Comment je peux dire ça? Quelqu'un qui ne veut pas se développer. Tu sais, c'est drôle parce que je disais ça l'autre fois, je me souviens plus avec qui je parlais, mais je disais, tu peux mettre des opportunités des fois devant les gens qui, à tes yeux, à toi, va être la meilleure opportunité au monde pour cette personne-là. C'est tout taillé, puis c'est fait sur mesure pour cette personne-là. Puis
qu'elle apprendra jamais si ça vient pas d'elle, tu sais. Mhm. Fait que des fois, ça peut être difficile, je trouve, avec des yeux comme nous, comment je peux dire ça, qui opérons ces entreprises-là, on voit nos gens d'une certaine manière, ou nos équipes, ou nos partenaires, ou peu importe. Ça n'a pas dû être facile nécessairement après ces exercices-là de voir certaines personnes ou certains membres de l'équipe ne pas vouloir se prêter au jeu ou ne pas nécessairement vouloir changer. Comment tu gères ça? Bonne question. Ben, c'est intéressant. C'est Comment intéressant. tu prends ça? Puis, ben, en fait, dans le développement de tout ça, c'est aussi d'accepter ce qui est là exactement Comme c'est? comme c'est là, en fait. Là. Donc, tu sais, il y a des éléments où est-ce que tu sais, nous, on était aspirés vers des éléments qui nous apparaissaient incontournables de changement. Donc, il y a des choses qui devaient changer, puis ce changement-là, ben, en fait, on le portait, puis on le porte encore. Puis à travers ça, ben, en fait, les personnes avec qui on a cheminé, il y en a qui ont quitté, effectivement. Puis là où est-ce que je suis vraiment très fier, c'est qu'à chaque fois, on était là pour eux. Là. Donc, tu sais, ils ont quitté avec une relation, je veux dire, amicale. Ils ont quitté par choix, puis ils ont quitté en conscience. C'est Donc, souvent ils ont une pris la question décision. d'alignement. Là. Donc, C'est pas une question, tu sais, il n'y a pas de chicanerie. Ben non, c'est ça. juste de l'alignement. Là. donc ouais. Pour revenir à ce que tu disais un peu, là, je prends des mots différents, mais tu sais, on peut amener un cheval à l'abreuvoir, mais on peut pas le Mhm. forcer à boire, là. Le message de la posture de leadership dans cette approche-là, c'est beaucoup, ça a l'air paradoxal, là, voire contradictoire, mais c'est tu es parfait tel que tu es et tu peux faire un peu mieux. C'est à la fois, tu es correct sur ton sweet spot là, tu n'as pas besoin de te transformer profondément puis faire une thérapie pour juste Mhm. travailler ici, et tu peux faire mieux. Les deux en même temps. Donc, puis on appelle ça la zone proximale de développement. Donc, la zone de confort, il n'y a rien qui bouge. Je suis dans mes pantoufles, dans mes pièges psychologiques, comme dans mes zones de génie connues. La zone d'anxiété, je suis juste bien trop loin. Là. C'est un stretch vertigineux, j'ai pas de fun. Puis la zone proximale de développement, c'est le stretch. Puis c'est vraiment, c'est quoi qui est ma prochaine poupée? De l'identifier, puis de dire, OK, je pourrais. Puis le modèle prédictif des stades, c'est ça que ça permet. Tu sais. Puis l'expertise de leadership vertical, c'est en tant que culture organisationnelle. Leadership vertical, c'est le nom de ma business. En tant qu'individu ou en tant qu'équipe, on est où? Puis la science dit que ça a l'air de ça, la prochaine étape. OK, de ça, ce serait quoi notre stretch? Est-ce que d'illustrer. Comment je peux dire? Est-ce que d'illustrer ce qu'on voit aux gens peut aider, peut-être? Ou de verbaliser aux gens ce que Ouais. Puis je vois où tu peux te rendre ouais, parfait comme t'es, mais regarde où on pourrait se rendre. tout à fait. C'est Puis quelque chose qui te tente. verbaliser, il y a des mesures scientifiques qui permettent d'évaluer où est-ce que je suis, où est-ce que je peux aller. Puis dans des démarches de transformation organisationnelle, souvent, on va passer par l'exercice comme d'une murale ou d'une métaphore. Tu parlais de la nuée d'oiseaux. C'est une extraordinaire métaphore, tu sais. Puis c'est le très large. C'est pas un plan de match, là, une nuée d'oiseaux. Ouais. C'est juste pas un plan d'affaires, là. Mais c'est, OK, comment ça nous parle? Puis est-ce qu'on est capable de progressivement mettre des mots sur et si on était une nuée d'oiseaux ensemble? Fait qu'il y a différentes manières de le visualiser, mais de rendre visible, c'est la première étape. Puis après ça, comme tu disais, ben là, il faut que le cheval ait envie de boire. Puis là, dire, parfait, ben moi, je suis pas prêt à boire tout de suite. Puis moi, je plonge dans l'abreuvoir. OK, on n'est pas tout à la même place. Donc, mais ça devient comme valorisé, puis c'est dans le temps. C'est pas une affaire de 2 semaines. Là. Oui, puis ça devient un outil puis un élément de répétition, en fait. Puis le mot qui me vient, ben, c'est ça, c'est de visualiser l'état désiré, en fait. Là. Donc, autant pour nous-mêmes, autant pour l'entreprise, autant pour chaque individu, de voir comment on peut être la meilleure version de nous-mêmes, instant après instant, jour après jour, moment après moment. Là. Puis, juste peut-être pour répondre de façon plus directe à la question que tu me posais tantôt, comment tu vis ça? Ben, en fait, il y a eu une période où est-ce que j'étais intérieurement très réactif, en fait. Là. Donc, à chaque arrivée, à chaque départ, une offre de service qui est gagnée, tu te demandes des fois comment tu vas faire. Une offre de service perdue, tu te demandes aussi comment tu vas faire. Donc, il y a la zone entrepreneuriale où c'est ça, tu n'en as pas assez, tu peux générer de l'anxiété. Tu en as trop, tu génères de l'anxiété. Puis là, tu es dans quelque part dans le milieu, il ne se passe rien. Tu dis, bon, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il y a comme quelque chose de. Donc, la potentialité de réaction, il est tellement large qu'à un moment donné, ben, c'est ça, le travail fait avec Sébastien, ça m'a permis de
de mettre en place des pratiques, puis justement, là, d'utiliser les outils pour zoom out la caméra, puis OK, mais est-ce qu'Étienne est capable de voir l'émotion qui est en train de l'habiter, puis de la réactivité qu'il a sans réagir, tu sais? Tu étais capable de voir quand tu prenais trop de recul aussi. Oui, effectivement. C'est par rapport à un portrait d'Étienne qui serait plus émotif, genre? Parce qu'on parlait de maturité tantôt, j'ai pas le goût de nécessairement dire maturité, mais on s'en rend pas compte. Tu sais, je me prends exemple. Mhm. Puis tu peux répondre si tu veux, mais à l'exemple, moi, c'est... je file pas bien quand ça roule pas. Ça roule pas lentement parce que je filais pas bien, fait que je mets l'effort pour que ça roule. Là, ça roule trop. Tu sais? Puis là, quand ça roule trop ou entre les deux, je panique parce que je me dis qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Tu sais? Ça fonctionnait avant, pourquoi là, ça fonctionne plus? Mhm. Il y a tout le temps un genre de temps montagne russe, genre, parce que Mhm. ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Puis moi, ça a pris du temps, puis même des fois, je ne le maîtrise pas encore, là, mais à juste m'habituer à surfer puis voir plus loin dans la montagne russe. Là, je suis dans la descente, mais elle remonte. Là, tu sais. Mhm. Ça a été long, on dirait, avant que je sois capable de dire mais non, Mhm. là, c'est juste, c'est normal. C'est un pace comme un pace de course. Tu sais. Ouais. T'avais-tu un peu cette problématique-là ou. Oui. Je ne me sens pas dans cette posture-là en ce moment, mais ça résonne pour moi ce que tu dis tout à fait. Là. Donc, je reconnais une part de moi dans ce que tu dis. Puis, il y a un bout de moi, à un moment donné, qui s'est tanné de vivre, la montagne russe, ouais. tout ça. Puis, en même temps, de vivre tout ça, mais en fait, je pense que c'est plus par rapport à ma propre réactivité à ce qui était là, en fait, là. Versus d'accueillir ce qui est là. Puis, peut-être, je préfère développer de la sensibilité que de l'émotivité, tu sais. Donc, tu sais, émotivité, je le vois plus dans le sens, justement, un overflow, tu sais, de réactivité par rapport à ce qui est là, puis je vis la montagne russe, versus la sensibilité à, tu sais, est-ce que je suis capable de voir la montagne russe aller en moi, mais tu sais, sans m'en préoccuper, plutôt en l'acceptant, puis en la regardant vivre là. Puis dans mes mots à moi, c'est la petite poupée russe. Mettons que c'est le niveau de fonctionnement de l'équipe ou de l'individu. On est dans le wagon de la poupée russe. Puis quand ça descend, ça descend. Puis quand ça monte, ça monte. Puis on est associé à nos pensées, associé à l'expérience immédiate, associé à l'environnement. Donc on est réactif. Il se passe ça. C'est une tragédie à propos de je. Puis dans la dernière poupée russe, mettons, on voit la montagne russe. On est en dehors du wagon. On voit le système, on voit les paniques, on voit les goulots d'étranglement, les trajectoires qui, là, OK, là, ça va descendre, là, ça va monter par rapport à soi, par rapport aux autres. Fait que c'est encore la même métaphore appliquée que la notion de zoom out. Puis, tu sais, c'est la sagesse, en fait. Hein? Quand on parle de maturité, tu penses à Yoda, tu penses à Gandalf, tu penses à des grandes figures du cinéma, tu sais, large public, là, c'est tout le temps ça. Ce qu'ils amènent, ils se battent pas souvent, là. Ils donnent des conseils, ils fument la paix, puis ils jasent un peu, ils ont l'air un peu bizarres, mais ils sont fous. Donc, c'est cette distance-là. Fait que ça se fait pas en claquant des doigts, mais de juste voir, déjà, comment tu l'as nommé, Alexandre, de dire « je le vois que ces cycles-là », tu es déjà dans une posture de témoin d'un pattern plus large que de juste être dans le wagon. Je trouve ça drôle que tu dises ça. Là, l'équipe grandit, Ouais. j'ai goût de dire rapidement, pour mes attentes. OK? On n'est pas une équipe de X nombre d'employés, c'est pas une grosse équipe. C'est une petite équipe, mais déjà, j'en fais beaucoup moins. Ouais. Je travaille plus les soirs. Je me souviens pas du dernier dimanche où j'ai ouvert mon laptop pour faire des courriels, puis avancer des projets, puis monter des devis, puis livrer des cahiers de charges. Je me rappelle pas. Et ça, dans les débuts, me faisait freaker. Ouais. J'avais de la misère à... Je sais pas si c'est... probablement lâcher prise en partie, mais j'avais de la misère à vivre avec le fait que mon équipe fait la job. J'avais l'impression que je faisais rien. Je me sentais pas bien que le fait de ça. Quand qu'au bout de la ligne, je me rends compte que ma job était pas de faire ça. Ma job était de faire autre chose. Tout le reste que je vois pas. Que je fais juste naturellement, dans quoi je suis bon. C'est un peu la différence entre travailler dans l'entreprise ou sur l'entreprise. Exact. Puis c'est une drôle de dynamique que là, je commence à découvrir. Fait que quand je vous disais au début de l'épisode, c'est une fatigue que je connais comme pas, ben, on dirait que j'arrive à un nouveau hilltop. Il y a un nouveau top de montagne que... Oh, OK, attends une minute, là. C'est une autre dynamique, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, le mot qui me vient, c'est ça, c'est le rythme d'équipe, tu sais. Comment Alexandre, comment Étienne
on peut s'harmoniser au rythme de notre équipe. Puis en fait, à un moment donné, tu sais, un slowdown, ça devenait peut-être une réactivité par rapport à toi. Puis en fait, par rapport à je peux le nommer en ce moment, l'ancien, avec une part de moi qui existait de OK, mais là, OK, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Et si c'était l'invitation à une conversation, et si c'était l'invitation en équipe de dire gang, on trouve-tu en ce moment, c'est-tu moi ou il y a quelque chose qui slow down, puis que peut-être là, au niveau des ventes de développement, On devrait peut-être qu'il y a sortir un petit peu. peut-être quelque chose, tu sais, puis là, ben, à l'inverse, c'est comme là, les opérations, tout ça, que tu sais, oups, là, les offres de services sont rentrées. C'est-tu moi ou là, il y a comme quelque chose qu'il faudrait dire à nos clients que on va être disponible dans une couple de semaines, dans une couple de mois, où il faudrait penser à engager, ou OK, non, parce que là, l'équipe, on commence à être OK, ben là, on a un ajustement à faire. Donc, tu sais, ce fameux rythme-là, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il était tellement plus porteur dans une intelligence collective que moi, je réagis en faisant de mes yeux à moi, de mon regard très limité, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Donc, donc, il y a plein d'autres mondes dans l'entreprise. Puis en fait, rien de tel que les personnes qui sont en train de travailler pour me dire là, comment vous le filez, là, est-ce que vous sentez correct, surchargé ou pas? Puis là, ça l'introduit un travail en équipe, ça introduit des conversations sur ces sujets-là, aussi de rythme, de dire bon, ben, on a-tu assez, on n'a pas beaucoup, tu sais. Puis c'est. Je lisais un truc. Aucun rapport. Je lisais un truc sur la musique qui disait un band. Tu peux jouer de tous les instruments. S'il n'y a pas de métronome, il n'y a rien qui marche. Tu sais. Fait que, si je reviens à cet exemple-là, je pense que mon rôle de métronome, je le voyais pas. Ouais. Dans ma tête, je devais jouer le drum, jouer la guitare, chanter, puis en plus écrire les tunes. Puis dans les stades plus tardifs de développement, le mot rythme, c'est une des 9 pratiques là, du modèle dont je parlais. Puis c'est pas juste d'être conscient dans quel rythme je suis et nous sommes, puis que ce soit un objet de conversation, qu'on puisse le nommer. Voici le rythme où est-ce qu'on est, puis de le rendre conscient. Mais c'est de délibérément planifier des rythmes. Comme vous avez des noms, puis je ne veux pas dévoiler votre vocabulaire, mais il y a des noms spécifiques pour des types de rencontres spécifiques qui sont un rythme différent. Il y a des rythmes lents et profonds pour vraiment du stratégique, de la gouvernance, de la connexion à soi, puis de l'émergence, du non structuré. Il y a des rythmes tactiques vraiment véloces, puis il faut que ça roule. Il y a des rythmes de recul, il y a des rythmes de célébration, puis de les nommer avec des titres de rencontres récurrentes de cette pratique-là. On s'assure d'avoir un peu de tous les rythmes. C'est délibéré, puis c'est un vocabulaire commun. Que je devrais peut-être implanter. Oui. Mais c'est intéressant. Tu es capable, toi, d'arriver en... Excuse-moi, vas-y. Vas-y. Ben, je m'en ai dit, tu es capable, toi, d'arriver en rencontre puis de dire, ici, là, c'est pas la place pour du tac au tac, là, super organisé. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on se pose tout le monde ensemble. Ou l'inverse, tu es capable d'arriver et de dire, guys, là, aujourd'hui, on a une liste de sujets, faut le faire, tu sais. Oui, il y a différentes, effectivement, il y a différents rythmes. Puis, en fait, j'aimais ça tantôt, Sébastien dit, l'ajustement du zoom aussi, là, effectivement, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'ai zoomé un petit peu trop out, puis que, je devais quand même, rester dans une zone proximale avec l'équipe pour la filer, puis qu'on travaille ensemble, puis justement pour pouvoir honorer aussi mon potentiel à travers l'équipe, puis de comment je peux être aidant aussi pour l'équipe. Là. Donc, en fait, c'est ça. Il y a comme une espèce de blocage là, qui s'était installé que j'ai vu récemment. Puis, mais c'est ça. Ça demande quand même une certaine agilité intérieure de là, ben, j'accepte d'être le fait dans un truc... Là, on est plus dans on produit, même si c'est pas peut-être l'ambiance que j'avais envie de vivre là en ce moment, mais c'est aussi d'être au service de l'entreprise. Donc, je me mets au service de l'entreprise, puis là, ben, c'est nécessaire. Imagines-tu si le seul rythme qui coexistait, c'était du remue-ménage, puis que finalement, ben, on ne prend pas de décision, finalement, le tactique, là, ben, on va spinner, là, parce qu'on va se demander quoi faire, puis on ne saura jamais, il n'y aura pas de réponse. Là. Mais par ailleurs, combien d'entreprises sont toujours dans le rythme d'y aller à fond, puis que c'est pas ce rythme-là non plus. Ouais, c'est pas plus brillant que le remue-ménage qui n'est pas productif parce qu'il n'y a pas de livrable. Juste essayer d'être dans la tâche. Non, puis plus, même je me mets dans la position d'Étienne qui a une équipe de plusieurs profils très différents.
Tu sais, un bureau d'architecte, tu as des cartésiens, tu as des créatifs, tu as Mhm. des têtes techniques, tu as comment tu arrimes tout ce monde-là ensemble, tu sais. Moi, de mon côté, je vis pas ça, là. Moi, Mhm. c'est du très technique, puis le technique complémente mes créatifs, tu sais. Fait que c'est un peu facile parce que je fais le pont entre les deux volets de Ouais. service, tu sais. Toi, dans ton cas, tu as un team qui... Tu as des pros dans chaque département, là, tu sais. Mhm. Ben oui, mais en Toutes fait, des approches complètement différentes. ben oui, ils ont des expertises différentes. Puis, en fait, tu sais, dans une des travails de co-création qu'on a fait en équipe, là, à travers une retraite, en fait, ce qui est apparu comme un des outils, c'est que tu sais, nous sommes tous égaux. Donc, comment peut-on travailler d'humain à humain en acceptant que oui, on a un volet expert différent. Donc, tu sais, Mhm. oui, il y en a qui sont architectes, il y en a d'autres qui sont technologues, il y en a d'autres qui sont des personnes administratives. Puis, qu'au niveau du bagage, c'est relativement différent, mais tu sais, que somme toute, dans le fil rouge, on est tous reliés ensemble, puis on est tous des humains. Puis, tu sais, à travers toutes les conversations qu'on a eues, en fait, je trouve ça vraiment très beau parce qu'en ce moment, j'ai des membres de l'équipe, par exemple, là, j'ai en tête une technologue qui aime bien faire de la gestion, de la coordination de projets, puis de projets de relativement de grande envergure, puis elle est bonne, elle est appréciée là-dedans. Puis j'ai des architectes qui aiment ça dessiner puis faire de la conception, tu sais. Puis, puis j'ai des architectes qui me disent, ah, il me semble que j'aimerais ça développer mon volet un peu plus technique parce que, justement, là, le technicien, il me parle, puis je comprends rien de ce qu'il dit, tu sais. Fait que j'aimerais ça intégrer, puis j'aimerais ça apprendre aussi de ce qu'il y a à m'offrir, là. Donc, c'est vraiment intéressant Ça, c'est un cadeau d'avoir du monde qui de veut se trouver cette perfectionner. Ben oui, complémentarité-là, là, puis que tout le monde peut s'apporter un et l'autre, en fait, là. très cool. On disait tantôt témoin, tu sais, d'être témoin des pensées, s'enraciner, d'être là pour vrai, ici, maintenant. Comme coach ou comme tu sais, psychologue, peu importe, on strippe le titre, on Ouais. l'enlève, là. C'est quoi pour toi, Sébastien? S'enraciner. Mm. Ben, tu sais, c'est intéressant parce qu'on savait pas qu'est-ce qui allait sortir de cette conversation-là, mais tantôt, on a parlé des pratiques. Puis ça ramène ce thème-là pour moi. Quelles sont les pratiques qui maintiennent un enracinement? Puis comment est-ce que je m'assure de les maintenir à l'agenda? Ça revient un peu à ça fondamentalement, là, au niveau très pratique, pratico-pratique. Bon, tu connais la métaphore qui a circulé sur Internet, que tout le monde a déjà vu au moins une fois, j'imagine. Apparemment que ce serait un professeur de l'université Stanford qui aurait dit, il amène une grosse jarre de vitre en avant de la classe, il met des grosses roches dedans, puis là, il dit, est-ce qu'il reste de la place? Tout le monde dit non. Fait que là, après ça, il rajoute du gravier, il secoue, puis là, est-ce qu'il reste de la place? Ben non. Là, après ça, il prend Met du de l'eau. sable, Mm. il est capable de rentrer encore du sable. Est-ce que c'est rempli? Non, non, il n'y a plus rien qui rentre, puis il finit par mettre de l'eau. Ben la vie est pleine. La vie est tout le temps pleine, anyway. Donc, c'est quoi tes grosses roches? C'est quoi tes grosses roches? Puis c'est pour ça que Très hot. j'ai 9 pratiques. Parce que culturellement, on se promène dans les 9, on n'est pas rendu là, ça c'est intéressant, ouais, ça c'est urgent, OK? Puis c'est quoi nos grosses roches pour le trimestre, pour l'année, pour ci, pour ça? Puis on fait des suivis, puis à un moment donné, quand on est capable d'alimenter les 9, en tout cas, moi, je trouve ça assez complet. Là. J'étais assez content de comment ça fonctionne ensemble. Puis, on choisit c'est quoi les grosses roches parce qu'il va y avoir du gravier, il va y avoir du sable, il va y avoir de l'eau, il va y avoir des tuiles qui vont nous tomber dessus, il va y avoir des COVID, il va y avoir des trucs terribles à différents moments. On a ça. On a ça comme élément constituant d'ancrage, d'enracinement. Puis sur un plan personnel, moi, pour ma part, c'est le karaté, c'est la méditation chaque matin. Puis je peux être dans le jus comme ça se peut pas, je vais quand même aller au dojo. Je suis engagé à ça. C'est la grosse roche. Mm. Donc, c'est pas facile à chaque semaine, mais c'est un choix délibéré, tu sais. Ben, à un certain point, les choix, moi, je t'écoutais puis je pense à mes filles, tu sais. Parce que je le voyais, le pattern où... As-tu des enfants, Étienne? Oui, j'ai 3 filles. Je voyais le pattern, moi, dans les dernières années, en fait, les 2 dernières années, les 2 dernières étaient vraiment plus intenses, où j'ai travaillé beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je voyais un pattern où ce que je dis, j'accepte ça, fait que ça réarrive. Mhm. C'est con à dire, là, mais on dirait que c'est comme... Tant que je vais continuer d'accepter de faire ces fins de semaine-là, ces soirs-là jusqu'à minuit, 1h du matin, où d'ailleurs tu travailles pas bien parce que t'es brûlé, puis c'est du travail de repeat, tu fais plein d'erreurs, puis tu sais, je passais mon temps à me recorriger. Ouais. Ben, à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, c'est assez. Ouais. Prenons moins de job à la limite, mais faisons-la bien, puis l'engrenage roule mieux, il y a moins Ouais. de... Et ça peut réarriver. Donc,
si on se dit, je m'aime là-dedans, je m'accepte tel que je suis parfait tel que je suis et je peux faire un peu mieux. Ça va m'arriver. Ça va m'arriver de finir quelque chose à 1h du matin, je vais être brûlé, je ne serai pas disponible pour ma famille. OK, ben, je peux-tu me donner de la bienveillance? On y revient au thème. Puis, de dire, OK, c'est parfait et je peux faire mieux. Tu sais, la semaine prochaine, là, je m'assure, je les invite au resto, là. Je fais quelque chose. Là. Je prends du temps avec elle, disons. Tu sais. Puis, tu sais, ça peut devenir très poétique, là, mais c'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile, là, tu sais, quand tu sens ça, par exemple, dans une entreprise, puis même dans notre vie personnelle, en fait, là, tu sais, de choisir de rester là. De dire, ben là, ma tête, elle m'amène pinball, là, partout. Et de choisir que là, ben, en ce moment, je choisis de rester dans le moment présent, je prends une minute de silence, tu sais. Et là, je reste attentif à ce qui se passe là. Ben, c'est ça, c'est contre-intuitif, tout à fait. Là. Donc, tu sais, c'est pas quelque chose qui... Il y a comme un... Vas-y, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, tu t'en as dit, je pense? Non, ben c'est ça. En fait, tu sais, c'est la grosse roche, ça devient un choix. Puis là, ben, je disais récemment, tu sais, qui disait que quelqu'un qui devient maître dans son domaine, c'est qu'il fait toujours le même choix. Donc, c'est un choix qui se répète, puis il rechoisit. Donc, l'exemple de Sébastien, il rechoisit chaque jour qu'il fait les arts martiaux, il rechoisit la méditation. Donc, c'est un choix qui se répète. Là. C'est un choix conscient. Oui. Excusez, les gars, j'ai été déconcentré un petit peu. Il y a comme un malaise, tu sais, avec la session de méditation, là, ou le moment où de prendre un repos. Je suis content que tu l'amènes. C'est pas un malaise, je sais pas comment dire. Je sais pas pourquoi on accueille ça des fois comme ça. C'est comme prendre un break, ou comme si se recentrer serait pas correct, genre. Tu sais, il y a comme un moment où... Moi-même, là, ça a pris un petit moment où je dis comme, OK, là, je me prête vraiment au jeu, là, parce que je fermais mes yeux, je t'écoutais, puis là, je disais, il y a les caméras, il y a Zoé qui me regarde, il y a la régie, il y a ci, il y a ça. Je suis pas là. Oui. Ben, comment t'expliques ça, c'est comme malaise-là? Il y a 2 éléments qui me viennent en tête, puis on pourrait faire le podcast juste là-dessus. Là. mais il y a l'élément que quand on ralentit, on se rencontre. Puis des fois, on va vite pour une raison, parce qu'il y a des choses qu'on veut pas toucher. On veut pas réaliser à quel point on est fatigué. On veut pas réaliser qu'on est plus anxieux qu'on pense. On veut pas réaliser que, ah oui, j'ai comme ma to-do list qui me rattrape. Puis, c'est ça. Ralentir, c'est se rencontrer. Puis des fois, on veut garder une vélocité d'action pour pas aller là. Ça, c'est un. Puis 2, c'est qu'on confond le spirituel puis le religieux. Parce qu'on a sacré l'Église catholique dehors pour d'excellentes raisons à un certain moment, et on a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis on n'a plus de langage spirituel. On n'a plus de coussin. On a juste une chaise en bois raide. on a juste la science. Puis, c'est quoi la théorie? Est-ce que je suis un corps qui espère qu'il y a une âme quand je meurs? Ben, je vis ma vie YOLO, you only live once, puis ça finit. Ou je suis une âme qui habite temporairement un corps? On le sait pas vraiment. Puis, ça veut dire quoi, spirituel? Ça veut dire amener de la présence plus large à mon automatisme de personnalité, mon automatisme d'action. Puis, et si j'étais beaucoup plus que ça? Et si j'étais beaucoup plus qu'Alexandre qui fait des podcasts? Et si j'étais beaucoup plus que Sébastien qui est psychologue, organisationnel, ou peu importe l'étiquette, comme tu disais, c'est quoi l'essence de tout ça? C'est quoi le sens derrière? Puis cette curiosité, on est peu outillés. Il y a les pays bouddhistes, à titre d'exemple, dès 4 ans, les enfants apprennent à méditer, puis tout ça, puis c'est une autre approche. Puis, fait qu'on on est un peu, c'est un peu pauvre. Fait quand moi je sors des cloches, là, ça, c'est un symbole qui est utilisé par tous les consultants à l'international pour ramener des grands groupes parce que le son est percutant, puis c'est des tingsha que ça s'appelle, puis c'est comme... c'est plus populaire que ça l'était, mais ça vient du bouddhisme tibétain. C'est un symbole religieux. Fait que j'introduis du religieux quand j'amène cette présence, une connexion à soi puis à plus large. Puis comme, je sais pas où mettre ça, moi, du spirituel. Les gens n'ont pas de vocabulaire, n'ont pas de référent. On parlait des montagnes russes tantôt. Ma fameuse Lauralie au bureau, que vous avez rencontrée d'ailleurs dans la préparation, Trust Life. Je pense qu'elle passe son temps à me ou à nous dire ça dans l'équipe, tu sais. Faites juste confiance. Ça a toujours bien été. Pourquoi là, ça irait pas bien? Pourquoi là, on s'imagine la descente en enfer parce qu'on a un mois plus l'eau, qu'on finit tout le temps par être débordé le mois d'après ou l'autre, là, tu sais. Mais ce réflexe-là de
Je pense qu'elle a juste une âme comme ça. C'est vraiment une Mhm. fille comme ça, qui a cette Dans son approche-là, puis qui est essence, ouverte à ouais. ça. Moi, je suis Mhm. souvent collé plus dans les faits, ce qui arrive Mhm. aujourd'hui, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, puis comment je me sens maintenant. Faut que ça change, parce que C'est un beau je tandem. me sens pas bien Mm. maintenant, faut que ça change tout de suite, tu sais. Mhm. Ce qui est pas nécessairement bon, là, mais je trouve ça le fun quand tu amènes le spirituel, puis ça me ramène en plus au début sur la mission de Nature Émotive. Ouais. Tu sais, Mm. Nature Émotive, au début, sa mission, puis je dis au début parce qu'en une saison, déjà, on va fermer un prochain épisode, on est à la fin de Mhm. la première saison. Puis au début de Nature Émotive, son rôle, c'était de sensibiliser, puis de mettre de l'avant les impacts, puis de parler du bien-être en affaires, puis surtout la santé mentale, mais le bien-être dans sa grande famille, si on veut, là, Mhm. de le mettre de l'avant. Mhm. Et je me suis rendu compte vite que c'est les gens qui venaient à Nature Émotive qui m'en redonnaient à moi. À la place que Nature Émotive en redonne... Mm. Je sais pas si je m'exprime Ouais, bien, C'est mais très clair. C'est sûrement les circulaire comme ça. participants m'ont Ouais. amené plus dans la première saison Ouais. que ce qu'à mes yeux, Nature Émotive aurait apporté au grand Ouais. public. Ouais, ben, c'est Puis super. peut-être parce que je vis pas au grand public ce que les gens reçoivent de Nature Émotive. Mm. Donc, on a plein de bons commentaires, le feedback est génial, mais moi, je sors de ma première saison à un épisode près, là, grandi avec Nature Émotive. Ça a été un projet qui m'a apporté à moi plus que moi j'aurais apporté au projet ou aux gens qui le... C'est tout le pouvoir de la rencontre. Tu sais, Sébastien, c'est ce qu'il parlait, puis je pense que ça permet à Nature Émotive d'aller, puis ça l'introduit, en fait, des rencontres. Puis je trouve ça beau comment tu le nommes, en fait, la complémentarité avec ta partenaire principale de travail, en fait, où est-ce que vous pouvez vraiment, tu sais, puis des fois on parle du fameux travail d'équipe qui est un concept, mais tu sais, vous pourrez vraiment aller en complémentarité où est-ce qu'elle peut t'amener à toucher cette zone-là qu'elle porte, hein, de détendre, de faire confiance à la vie, puis ces choses-là. Puis il y a peut-être des moments qu'à l'inverse, toi, tu y apportes une partie de là, on a besoin de se mettre en action, de bouger, puis de faire avancer les choses. Puis ça m'amène dans la notion d'interdépendance, en fait, là. Donc, où est-ce que, en se connectant d'humain en humain, ben, chacun, on apporte une partie de nous, puis en même temps, ben, l'autre personne nous apporte aussi. Donc, qui est toute Puis la vie qui circule, en fait. ben, puis d'avoir quelqu'un aussi pour nous, ça a été ça le game changer pour nous. Pour moi, en fait, plus personnellement, d'avoir quelqu'un sur qui je peux enfin dire enlève-moi cette portion de job-là ou enlève-moi cette... Libère-moi de ça, là, de la roche. Là. Enlève-moi là. T'es bonne là-dedans, t'es capable de le faire, enlève-moi là. Puis moi, je vais me concentrer sur ce que je suis bon. Mm. À place de piocher là-dessus avec les mauvais outils, ça, d'être capable de le nommer avec quelqu'un, Mm. j'avais pas eu ça avant. Fait que juste, tu sais, c'est venu, comment je peux dire, cette relation-là est pas là pour rien. Mm. Je pense que ces relations-là viennent juste naturellement dans la vie. Je pense que ça s'attire à... On attire un peu ce qui fit avec nous, là. Fait que, voilà. Puis j'aime ce que tu amènes dans le concept de la relation, en fait. Tu sais, le travail et les outils qu'amène leadership vertical, c'est aussi de positionner la relation en objet. Donc, comment on peut observer la relation que j'ai avec quelqu'un, puis aussi en prendre soin. Donc, je reviens à la thématique de la bienveillance. Comment je peux prendre soin de la relation dans ce que je suis, dans ce que tu es, puis qu'on peut prendre soin de notre relation Ensemble. Mhm. ensemble. Puis ça, ben, c'est intéressant aussi d'intégrer ça dans les entreprises. Tu sais, on a des choses à faire, puis tu sais, il y a des décisions à prendre, puis c'est pas toujours des conversations faciles, mais comment, à travers, des fois, des discussions abrasives, on peut prendre soin quand même de notre relation, des humains qui composent les réunions. Donc, ça devient des outils vraiment puissants, là. Tu frôles le sujet de l'imputabilité, Mhm. un petit peu indirectement. Puis, tu sais, je lis mes questions, je l'avais mis, mais c'est-tu quelque chose qui était en place avant dans ton entreprise? Ou c'est quelque chose qui est venu peut-être naturellement avec le cheminement? Est-ce que Ben, ça l'a aidé dans le des experts comme cheminement. Sébastien t'ont ouvert les yeux sur certaines choses que tu ne voyais pas? Je sais pas. Je te pose la question. Ben, ça m'a amené à avoir des zones cachées, en fait, là, des parties de moi que je voyais pas. Puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais aussi, je plaide coupable, tu sais, en fait, dans une posture héroïque de
ça doit passer par moi, je dois être partout, je dois tout Mm. faire, je dois jouer tous les instruments de musique. Puis il y a à introduire aussi cette notion-là de se faire confiance en équipe, de venir partager tout ça. Donc, ce qui fait que ça l'aide aussi à l'imputabilité, en fait, là. Donc, tu sais, la partie que, peut-être la partie insécure de moi qui veut interagir ou qui veut faire à la place de l'autre, ben, j'y enlève la capacité puis tout son potentiel de le faire, de le mettre en place, puis qu'on puisse souligner son succès à l'intérieur de l'entreprise, en fait. Donc, tu sais, on parle d'un leadership un peu plus tranquille, un peu plus tranquille puis supportant, où on laisse, tu sais, dans la confiance, on laisse les membres de l'équipe faire ce qu'ils ont à faire, amener de la clarté sur les projets qui les stimulent, des fois des tâches qui sont un peu moins stimulantes, et soutenir, en fait, le rythme pour que l'équipe rencontre des succès et souligner aussi les succès, là. Donc, tu sais, cette notion-là d'imputabilité, en fait, il peut y avoir de l'insécurité pour des membres de l'équipe de ne pas vouloir prendre des responsabilités, mais d'introduire un cadre assez sécuritaire pour, ben oui, mais moi, j'ai envie de le faire, ça. Tu sais, j'ai envie de le porter, puis de soutenir ces portances-là. Mais ça amène un rôle, tu parlais de métronome, ça amène un rôle dans un leadership qui est plus tranquille, qui est plus supportant, et des fois qui est plus arrière-plan, en fait. Plus un rôle de maestro. Sébastien, vois-tu des fois des leaders qui ont pas l'imputabilité? Ou qui ont pas, peut-être qui sont des fois trop collés, j'ai le goût de dire collés sur l'arbre, là, qui voient pas l'erreur ou qui ont pas le réflexe de peut-être prendre ce rôle-là puis de nommer l'erreur? Par rapport à leur propre imputabilité ou par rapport à leur manière de superviser les autres? Ma question, c'était plus vers la manière de superviser. Mhm. En fait, Je pense que ça a un rebond aussi sur Ouais. comment tu es imputable de toi-même. là. ben, ce que moi je pense, c'est que la majorité des gestionnaires ont appris qu'il fallait qu'ils tranchent, qu'ils décident, puis que c'est comme ça qu'il y avait de la valeur à l'organisation. Puis que de dire, je vais donner un maximum d'autonomie à l'autre pour que la personne soit impliquée dans le processus de décision, voire qu'elle prenne des décisions qui ne seraient pas hiérarchiquement à son niveau, puis de partager le pouvoir. Je comprends que théoriquement, ça rend la personne plus imputable, mais je ne sais pas comment faire ça. Fait qu'on revient à la question du comment, là, tu sais, c'est un peu là que j'interviens. Puis il y a une des pratiques, une des 9, c'est justement comment donner, tu parlais d'un cadre sécuritaire, c'est quoi le cadre sécuritaire pour que les gens se rendent imputables par eux-mêmes, puis que le boss, progressivement, ait confiance qu'il a moins besoin de jouer au boss. Donc, c'est sur un espace-temps, puis je peux juste le nommer, puis on n'ira sûrement pas dans tous les détails, mais une des pratiques, c'est le processus d'avis. Donc, de dire aux gens, tu peux prendre des décisions. Normalement, tu n'aurais pas le niveau de paye pour cette décision-là, mais demande des avis. Puis il y a une façon de demander des avis, de faire une consultation pour dire, parfait, ben, j'ai sondé les principaux intéressés selon des critères puis une méthode avec des étapes. Puis parfait, ben, je prends cette décision-là. Puis il y a comme un feeling vertigineux de la zone proximale de développement. Il y a un petit stretch de, je ne suis pas sûr, mais en même temps, quand je le fais, puis c'est un succès, je grandis. Puis quand je le fais, puis c'est pas tout à fait un succès, mais c'est une occasion d'apprendre, parce qu'on est en développement humain aussi. Tu invites tes gens Euh, à il y a- habiter c'est le rôle encore- aussi. C'est tu sais. ça, exactement. Donc, on grandit tous ensemble. Fait que je te dirais, les entreprises avec lesquelles je travaille, il y a tout le temps des boss. Moi, j'ai jamais vu ça. Une entreprise qui dit, ben, on n'a plus besoin de gestion. Mhm. C'est un free-for-all, on fait tout ce qu'on veut. Puis l'entreprise libérée, c'est pas ça. Mais le rôle de gestion devient beaucoup plus un rôle de guidance, de sagesse, d'encadrement, puis des fois des responsabilités déontologiques, des responsabilités légales, que c'est ma tête qui est sur le bio, c'est mon actionnariat, c'est mon hypothèque de maison qui est en garantie pour ça. Donc, tu sais, il y a une réelle, quelque chose de tangible dans un rôle particulier de gardien, mais les gens peuvent avoir pas mal plus de pouvoir, puis quand ils en ont, ils apprennent leur imputabilité progressivement, tu sais. Puis j'ai envie de dire que j'ai envie de surligner le mot progressivement, en fait. Là. Ouais. Fait que, tu sais, où est-ce que je te rejoins dans ton tempérament, ben, il y a des zones où est-ce que clairement, tu sais, a posteriori, on s'est rendu compte qu'on a décloisonné trop vite, on a ouvert des Ben oui, trucs, ça puis, arrive. Ah oui. puis en fait, dans le rythme, ben là, Pourquoi tu dis trop vite? ben en fait, pour reprendre les mots de Sébastien, dans une zone aussi où justement on respecte
on respecte la fleur qui est en train de pousser. Puis, on prend un exemple, une personne qui travaille dans une entreprise puis qui est plus dans un mindset, ben, dis-moi quoi faire, puis ça va faire bien mon affaire. Puis là, tu lui dis, hey, si jamais tu veux ouvrir un autre bureau puis prendre des décisions de gouvernance, go for it. Puis le danger, c'est qu'il fasse ah, ben OK. Tu sais. Puis que là, finalement, au niveau de la sollicitation, est-ce que c'est vraiment une sollicitation au service de l'entreprise ou est-ce que tout d'un coup, ben, c'est devenu comme On nourrit une autre entité. Il y a quand même un niveau de maturité, en fait, des membres de l'équipe pour, en fait, décloisonner. Donc, tu sais, nous, on avait... Puis, ben, j'ai fait cette erreur-là, donc je me permets de le nommer. Donc, quand je parlais de trop de recul, trop décloisonner, trop ouvrir, versus de dire, bon, ben, OK, là, on a eu besoin de se réajuster, puis de dire, OK, mais ces portes-là, on va les fermer. Puis pour l'instant, ça va être pris par une gouvernance, mais justement par une gouvernance 2.0 qui est supportante. Puis éventuellement, quand on va sentir qu'on est rendu là, donc je souligne encore sur le mot progressivement, le principe de maturation, le principe, tout ça, c'est très subtil dans les changements, puis en même temps, ça change le monde. Là. Donc, de passer, d'ouvrir ça à grande porte, ben, il y a des pièges, en fait. Là. Faut faire attention. Est-ce des places où tu as des équipes, des fois, qui auraient de la... pas de la retenue, mais qui auraient une résistance à ces places-là où tu... Encore une fois, on revient un peu sur les gens, des fois, tu peux leur donner des opportunités, puis ils les prendront pas ou volontairement ne les voient pas. Ben, absolument. As-tu des fois dans l'équipe de la résistance à cette... Ben oui, puis il y en a que ça n'intéresse pas du tout. Puis ils le disent, puis c'est accepté comme ça. Tu sais, en fait, je lisais un bouquin qui donnait des exemples de certaines entreprises en Europe, entre autres, là, qui ont mis ça en place. Puis dans cette littérature-là, ce qu'il disait, c'est que, tu sais, on peut considérer que l'entreprise est dite libérée, là, puis ça, on pourrait en parler longtemps, mais en disant que, ben, tu sais, il y a peut-être 80% des membres de l'entreprise qui ont donné l'élan vers ça. Puis il y a peut-être un 20% qui va faire, ben, j'aimerais ça que tu fais juste me dire quoi faire, puis d'être plus dans une posture d'exécutant. Puis en même temps, c'est OK parce que, tu sais, on a besoin, puis tout dépendant de la nature des entreprises, mais on a besoin des experts, on a besoin des personnes qui font des tableaux, puis des fois de dire, ben, le gestionnaire, fais-moi un tableau. Je vais te faire un tableau, tu sais. Donc, le tableau qui devient un outil pour d'autres choses, puis des fois pour prendre des décisions, mais ça fait partie de la complémentarité. 80-20. Ça revient tout le temps. 80-20. Messieurs, on arrive déjà proche de la fin de l'épisode. Donc, ça passe très rapidement, comme je vous avais dit. Avant de fermer l'épisode, j'aimerais vous poser peut-être une question de... Plus un volet feel good. Là. On va tout le temps un petit peu dans cette légèreté-là pour fermer. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à Nature Émotive aujourd'hui? Je peux y aller. Parce que mes idées sortent plus vite que les tiennes. Souvent, t'aimes te... Hein? Merci. Ben, c'est dans la lignée de ce qu'on parlait. Fait que c'est un petit outil que je donne aux gens. Quand on veut donner du pouvoir de décider à des gens qui ne sont pas habitués d'être des décideurs, mettons. 3 choses qui sont intéressantes à se demander, c'est... en anglais, c'est « good enough to try ». Un good enough, un prototypage. Je suis assez bon pour l'essayer. C'est pas un vrai livrable client, c'est pas impeccable, c'est pas fignolé. Je suis assez bon pour là. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des risques financiers ou réputationnels? Si ça met les finances de l'entreprise dans le trouble ou notre réputation dans le trouble, oublie ça. Mais s'il n'y a pas vraiment d'impact financier ou pas vraiment d'impact réputationnel, vas-y, essaye-la ton initiative. Puis troisièmement, est-ce qu'on peut backtracker? Est-ce qu'on peut faire marche arrière? Si jamais, écoute, c'est assez bon pour l'instant, il n'y a pas vraiment de risque financier ou réputationnel, puis au pire, allez, on fait marche arrière, vas-y, mon pit. Donc, c'est juste trois critères, c'est un peu pense-bête, que je pourrais laisser en cadeau à Nature Émotive en disant, commençons à expérimenter avec ça, puis un bon terrain de jeu. Puis si la réponse, évidemment, c'est l'inverse à ces questions-là, c'est peut-être pas le terrain de jeu pour déléguer trop. Étienne, je te sens... Ben, en fait, le mot que j'ai envie de léguer, c'est curiosité. Puis merci d'avoir nommé tantôt le moment de silence, la guidance, tout ça. J'avais un malaise par rapport à ça. Puis je pense il y a plusieurs choses, je pense qu'on a dit que ça se peut que ça rende
inconfortable ou qu'il y ait un malaise par rapport à ça. Puis peut-être l'invitation que je fais, c'est de rester curieux. Qu'est-ce que ça peut dire de nous, en fait, d'aller à sa propre rencontre par rapport à ce malaise-là? Qu'est-ce que ça peut dire de nous? Puis qu'est-ce que ça peut dire des fois de schémas qu'on traîne, tu sais, qui restent ancrés dans notre corps, en fait. Puis, ouais, de rester ouvert et curieux, en L'ouverture. fait, à la discussion qu'on a eue. Très cool. Messieurs, merci beaucoup. Étienne Taillefer, donc président de chez MDTP Architecture. Sébastien Beaulieu, qui est un psychologue organisationnel et coach exécutif chez Leadership Vertical. Je voudrais en profiter rapidement aussi pour remercier les partenaires. Donc, on a le groupe Chevalier Séguin qui est entrepreneur général. On a Peak Valeur Mobilière, M. Éric Lacourcière, qui est conseiller en placement, qui prend en main, évidemment, les finances. On aimerait remercier aussi Main. Donc, Nature Émotive est une initiative qui est diffusée par Main, qui est le moteur en innovation du Québec. On a toute l'information sur le natureémotive.com où on distribue de l'information sur les programmes Parapluie de Main, donc qui est un service d'accompagnement pour les entrepreneurs. Vous pouvez vous rendre au natureémotive.com. Toute l'information est là. Cet épisode-ci va être disponible probablement dans les 2 à 3 prochaines semaines, partout. Donc, YouTube, Amazon, LinkedIn, Instagram, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, et en audio sur Spotify, évidemment. Donc, merci, messieurs. Bien, merci encore de l'invitation. Merci beaucoup. pour cette conversation. Merci. C'est apprécié.